Bonjour à tous. Donc, on va vous parler d'un road trip de 15 mois. Et on a choisi de faire un focus sur l'Asie centrale, où on a passé 8 mois. Donc l'Asie centrale, il y aura des cartes des pays pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi on parle. Mais c'est le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Et on a d'abord précédemment traversé toute l'Europe. On est resté 1 mois et demi en Turquie, 1 mois et demi en Géorgie. On a traversé la Russie et c'était déjà la guerre. Donc on a quelques anecdotes pas trop marrantes à propos de la Russie qu'on va vous raconter. On a donc on a voyagé pendant 15 mois. Au départ, on voulait partir 1 an, mais on n'a pas réussi à rentrer en temps et en heure. Donc on a allongé notre voyage. Et on a parcouru quasiment 70 000 kilomètres et à peu près 70% de pistes. Puisque chaque fois qu'il y avait une piste, on avait envie de la prendre, donc on prenait les pistes. On a donc traversé 14 pays. Voilà. Donc on s'appelle Vagabond des Terres, on va se présenter sur la prochaine diapo. Et on n'avait pas choisi de nommer notre voiture, beaucoup de vanlifers le font, mais en fait c'est les Russes qui l'ont nommé à notre place, puisqu'ils l'ont appelé La Machina, ce qui en russe veut juste dire la machine. Et donc ils disaient waouh, machina, machina, machina. Donc c'est comme ça que on a nommé notre véhicule pendant le voyage. Ouais. Donc qui sommes-nous? Voilà, 2 baroudeurs sur le tard, puisqu'on a commencé à voyager, on a plus de 50 ans tous les deux. Donc c'est pas trop le profil habituel des baroudeurs. Donc on a commencé à voyager tardivement, mais on a fait ça bien. On a lâché nos boulots, on a rendu notre maison, on a vendu beaucoup d'affaires, beaucoup de meubles, et on a mis des cartons dans un box. Et donc on est parti en mars 2024 pour un long road trip. Et il a fallu travailler psychologiquement sur le lâcher-prise, parce que tout plaquer, tout lâcher, partir sans idée de ce qu'on fera au retour, c'est pas forcément simple. Mais on re-signerait tout de suite, voilà, clairement. Donc on a été dans des pays vraiment extrêmes. Enfin, on a voyagé dans des conditions extrêmes, notamment parce qu'on a choisi d'aller en Asie centrale en hiver. Donc il fait jusqu'à -35. Dans un Defender, dans 2 mètres carrés, c'est-à-dire que vous vivez quand même tout le temps dehors. Donc voilà, on a vraiment choisi de voyager dans des conditions extrêmes, avec un confort minimum. On va parler du confort qu'on avait. Et 3 mètres carrés pour vivre. Mais bon, on avait quand même le plus beau jardin du monde, comme on le dit souvent quand on voyage. Donc on était vraiment bien. On a cherché sans cesse à se perdre. C'est pour ça que je vous disais qu'on a pris énormément de pistes et on a fait énormément de pistes. On voulait aller en Asie centrale parce que peu de gens y vont encore avec leur propre véhicule, et parce qu'il n'y a pas du tout de tourisme de masse. Il y a très peu d'infrastructures hôtelières, il n'y a pas de tourisme de masse, donc on était à certains moments seuls. Pendant une dizaine de jours au Tadjikistan, on était dans les montagnes et on n'a vu personne pendant 10 jours, tout en se déplaçant tous les jours. Donc on a vraiment cherché à se perdre et aller dans des endroits totalement paumés. Pourquoi on est parti à 50 ans? La phrase, elle est écrite là, parce que plus tard n'arrive peut-être jamais. Donc on avait, à 50 ans, il n'y a pas beaucoup d'options, hein. Soit on attend la retraite, mais ça peut être tard. Voilà. Soit on se dit, on y va. Et nous, on a donc décidé d'y aller. Et voilà, on a tout plaqué. Et à notre tour, c'est mon fils, Marius, ici présent, qui nous a hébergés. Voilà, souvent c'est les parents qui rébergent les enfants, mais nous, on a été rébergés voilà, chez un de nos enfants. Donc le voilà, Defender TD4 2007. Au départ, il avait 123 000, il en a 200 000. Sur la prépa, on y allait cool, on a juste rehaussé un peu pour renforcer les amortisseurs, mis quelques skis de protection pour les ponts, pour le moteur. Des bons feux, parce que bien voir, c'est important. Une bonne isolation, fabrication d'un réservoir additionnel pour le chauffage, panneaux solaires, autonomie en eau, frigo et douche extérieure, évidemment. Et quand il fait -25, il n'y a pas de douche extérieure.
Donc vraiment une toute petite prépa, et vraiment zéro préparation du côté moteur, on l'a laissé 100% en origine. Et voilà, notre grand confort, c'est une tente de toit et une cabine dessous, point. Une table, 2 chaises et un réchaud à gasoil. Donc là, vous le voyez sur les images du milieu, quand il faisait vraiment très moche ou qu'on avait envie de se poser longtemps à un endroit, ce qui n'arrivait pas souvent, c'est vrai qu'on avait beaucoup la bougeotte, on zippait une cabine en dessous de la tente de toit. Et donc ça protège du vent, de la pluie. C'était, je ne sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais ça nous rajoutait 6 mètres carrés, voilà. Donc on avait 8 mètres carrés, c'était le luxe pour nous, parce qu'on était tout le temps dans 3 mètres carrés sinon. Voilà, et puis le soir, c'est sûr que ça donnait des visuels sympas. L'avantage des pays dans lesquels on était, c'est qu'on peut se poser absolument partout. Il n'y a quasiment rien qui est clôturé, il n'y a pas de notion de propriété privée, donc vous avez envie de vous arrêter, vous tournez la clé, vous vous arrêtez où vous êtes. Par contre, effectivement, quand on voyage dans ces pays-là avec ce véhicule-là, je crois qu'on a fait plus de 1100 selfies avec les bébés sur le capot, avec les nomades à cheval qui s'arrêtaient pour prendre des photos. Donc voilà, parce que il y a des grosses discussions. Est-ce que tu vas en Toy ou en Defender? Nous, on voulait aller en Defender. Voilà. Donc ce véhicule, il n'y en a pas. On n'en a croisé aucun. Sur les 8 mois en Asie centrale, on n'a croisé aucun Defender. Donc c'est vrai qu'il attire les regards et il permet de susciter des rencontres et de vivre un peu la vie nomade. Alors la préparation, déjà on a cherché le véhicule pendant 2 ans, parce que ça se trouve quasiment plus. Donc voilà, on est breton, on a acheté le véhicule à côté de Marseille, on avait juste pris un aller simple en avion parce qu'on y croyait. Sinon je pense qu'on remontait en stop, mais bon, il fallait la tenter. Et donc on a tout aménagé nous-mêmes. Déjà, si vous avez visité le salon, ils vont pas aimer que je dise ça, mais tout est trop cher, donc on a tout fait nous-mêmes. On a fait tout l'aménagement en bois, on a fait l'isolation. On a bossé sur le véhicule en hiver en Bretagne, donc c'est pas simple non plus. C'est pour ça que là-haut, vous avez la porte du DEF dans la cuisine pour l'isolation, parce que ça permettait d'avoir un peu de confort. Anthony a fait d'abord tous les meubles en carton, c'est la photo à gauche. Ça permet d'être sûr d'avoir le dimensionnement qu'on veut. Donc des patrons en carton, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est vachement pratique parce qu'on aménage plein de fois, on change la porte du placard, etc. Et ensuite, on a passé du temps à l'aménager. Pour ma part, j'ai appris à faire des choses que je ne savais pas faire. Utiliser des machines dont je ne connaissais même pas le nom. Mais on a passé beaucoup de week-ends et de soirées à aménager le véhicule. C'est la suite de l'aménagement. Il faisait tellement froid et il pleuvait beaucoup qu'on a une petite mamie qui nous a prêté une stabulation à vache pour pouvoir continuer à faire l'aménagement. Parce qu'en fait, il faut ouvrir les portes du véhicule pour tourner autour et aménager. Donc voilà, elle nous a mis à disposition sa stabule et on a passé le reste. Là, on était en février, on était un mois avant le départ. Et on était sur les parties pas très faciles à gérer, l'électricité. La partie détestée d'Anthony, voilà. Donc, on était prêts, oui, fin février, pas tout à fait prêts, mais on voulait absolument partir. Donc, on est parti un vendredi soir à 21h et on allait à Cancale. Voilà, notre première nuit, c'était à Cancale. C'était parfait, c'était bien, mais c'était déjà le départ. Alors l'Asie centrale, on parle de quoi? Donc là, vous avez la carte. On est rentré en Asie centrale par la Géorgie. Donc on a passé 1 mois et demi en Géorgie, qui est un super pays dont on ne parlera pas ici, mais qui est absolument génial. Et donc on a traversé la Russie avec un visa de transit. Donc le visa de transit, c'est assez touchy parce que c'est 3 jours de visa. Et il faut absolument sortir du territoire russe en temps et en heure. Sinon, on a des copains qui s'est arrivé, ils ont une casse moteur et ils ont eu 5 ans d'interdiction du territoire russe, 3 000 € d'amende et puis de la garde à vue. Donc nous, on avait 3 jours pour traverser, on a mis ça en 2 jours, parce qu'on voulait absolument avoir une marge de manœuvre
puisque à 1 heure près, si vous ne sortez pas du territoire russe, à 1 heure près, il vous arrive quelques problèmes, quoi. Donc on a traversé la Russie. On est passé par la Tchétchénie et le Daghestan, donc c'est quand même des régions autonomes de Russie qui sont connues politiquement pour pas être simples, on va dire ça comme ça. Il m'a dit d'aller là. Et au Daghestan, Anthony a été arrêté par l'armée pendant 1 heure et demie, prise d'empreintes digitales. On n'a jamais su pourquoi. Et moi, ils m'ont interdit de sortir de la voiture pendant 1 heure et demie parce qu'ils ne parlent pas en anglais. Les Russes l'ont interrogé pendant 1 heure et demie en russe. Alors il ne s'est pas passé grand-chose. Et après, ils nous ont laissé partir et on n'a jamais su pourquoi on a été arrêté aussi longtemps. Et jusqu'à ce qu'on rentre au Kazakhstan, on était quand même un peu en mode flip parce qu'on s'est dit que cette histoire d'empreinte digitale allait sortir à n'importe quel moment. Et ça n'a pas été le cas, heureusement pour nous. Mais il fallait repasser par là au retour. Donc au retour, on se demandait aussi où était passé ce dossier d'empreinte digitale. On n'a jamais su pourquoi. Donc voilà, c'était notre point d'entrée. Et l'Asie centrale, le Kazakhstan, c'est le premier pays qu'on a fait. C'est le 9e pays au monde par sa superficie. Il est énorme, hein, c'est 3000 km. Donc on est rentré là sur la partie ouest et c'est 3000 km d'ouest en est. On a ensuite été au Kirghizistan et au Tadjikistan. En Ouzbékistan, on s'est fait refouler parce qu'on avait un drone. Alors on le savait, mais on n'avait pas envie de le planquer parce que il désossait toutes les voitures devant nous, donc on pense qu'il l'aurait trouvé. Donc on s'est fait refouler, on n'était pas en Ouzbékistan. Mais on a passé 8 mois là dans cette zone. Donc un petit focus sur le Kazakhstan qui est peu connu et c'est vraiment un pays hyper varié. On voulait vraiment voir la mer d'Aral. Voilà. La mer d'Aral, on le voit peut-être pas très bien là, mais on voit la partie de la mer d'Aral en 1989 et ensuite en 2014. C'est quand même un des pires désastres écologiques au monde, hein. Donc on a roulé dans la mer d'Aral, donc ça c'est quand même, on a roulé des kilomètres et des kilomètres dans la mer d'Aral, il faisait 52 degrés, donc il y avait des carcasses de bateaux échoués, etc. C'est un désastre écologique, c'est un désastre sanitaire, parce qu'en fait c'était des champs de coton, et il y a énormément de pesticides, et avec le dessèchement de la mer d'Aral dans l'air, c'est un des endroits au monde où il y a le taux de mortalité infantile le plus élevé, ce qu'on ne connaît pas, puisqu'en fait ça remonte du fond de la mer d'Aral. Donc on a roulé dans la mer d'Aral, donc c'était très désertique, très sec. Et ensuite la partie vers Almaty, la partie vers l'est, c'est totalement différent. On a des paysages, on va y revenir, mais on a des paysages qui ressemblent au Grand Canyon, on a des dunes et on a des lacs qui ressemblent à des lacs du Canada. Et je pense qu'on ne projette pas forcément ces images-là au Kazakhstan, mais vraiment c'est un pays qui gagne vraiment à être découvert. Donc mer d'Aral, c'est ce que je disais, le choc, hein. Là, on voit, c'est les anciennes grues qui servaient à décharger les bateaux du temps de l'URSS. Hein. Donc la mer d'Aral, c'était le premier port de pêche qui nourrissait l'URSS. Donc, et là, aujourd'hui, il reste à peine deux sortes de poissons, quoi. Donc c'est vraiment, c'était assez particulier. Il y avait également des chameaux, parce qu'en Asie centrale, c'est des chameaux, ce n'est pas des dromadaires. Donc il y a beaucoup de chameaux en liberté. Donc ça, c'était vraiment sympa. Dans cette partie ouest, il y a beaucoup de chameaux. Et à ce moment-là, on a eu notre première grosse panne. Je vais laisser Anthony la raconter, puisqu'il en est à l'origine. Tu parles. C'était super cool. C'était une super belle piste de sable fin où je me suis bien éclaté, fond de 6, 110, 115, et d'un coup une tranchée qui a traversé la piste et les deux roues éclatées, les deux roues en travers, la barre de direction complètement explosée. Et là, ça a été un petit moment de solitude. Sophie me regarde, elle me dit c'est grave. Je dis la voiture s'est arrêtée toute seule, les roues étaient comme ça. Je dis oui, là, je pense que c'est un peu grave. Mais avec un peu de courage et puis de la transpiration, on a redressé tant bien que mal la barre de direction au pied de biche et au sangle. Et un petit gamin que vous voyez au milieu qui arrivait sur sa mobilette, qui arrivait de nulle part. Il nous a emmenés dans un petit garage à 15 bornes où les gars ont redémonté la barre de direction, ils l'ont toute redressée à la masse. Bon, les roues tournaient un peu comme ça.
Mais on a pu rejoindre un autre garage où ils nous ont fabriqué, monté, réglage de la voiture, parallélisme, 2h30 top chrono. Ils ont fabriqué la barre de direction sur mesure et réglé toute la géométrie de la voiture pour 30 balles. Ce qui en France, bah, c'est inenvisageable. Ça n'existe même pas. Et elle est passée au contrôle avec cette barre de direction. Je lui ai dit, tu me regarderas bien la barre de direction. Il dit, ça le fait, tout est OK, il y a zéro souci. Et ça fait partie des premières grosses pannes. Mais celle-là, c'était complètement de ma faute. Mais c'était cool. Ça, c'est quand on se prend pour Sébastien Loeb sur les pistes du Kazakhstan, au milieu de nulle part, mais bon, voilà. Le début aussi du Kazakhstan, c'est un rapport à la vie et au coût de la vie assez dingue, puisqu'en fait, le plat que vous avez là, qui est un plat national, donc c'est des pommes de terre, du mouton, une salade, une bière, c'est 3,20 €. Donc bon, c'est des destinations qui coûtent pas très cher. Et là, ça fait rêver, je pense, en ce moment, 52 centimes le prix du gasoil. Voilà, hein, donc ça veut dire que, bon, parce qu'un dev, ça consomme quand même. Donc là, on a vraiment aussi eu ce moment-là où, bon, premièrement, ça coûtait pas cher, bien sûr, de mettre du gasoil. C'était pas du tout facile de trouver certaines stations essence aussi. Donc on a quand même un réservoir additionnel, on a des bidons sur le toit, etc. Parce que là, les stations, elles sont comme ça, il y a une seule pompe, avec une petite mamie avec un foulard au-dessus de la tête, tu payes qu'en cash, enfin bon, voilà quoi. Donc il fallait aussi arriver à trouver les pompes, mais ça faisait partie du truc. Donc on avait toujours des grosses autonomies en gasoil, parce qu'on allait vraiment très souvent se perdre dans la montagne et faire beaucoup de pistes. Donc on avait une autonomie importante. Parce que moi, sinon, bien sûr, on prend des risques un peu inconsidérés. Appuie. 7h du mat, ça pique un peu les yeux, un petit trek là. Ouais, mais seule façon d'être seul dans cet endroit absolument sublime. Salut. Donc ça, c'est le Kazakhstan. Donc c'est pas forcément ce qu'on imagine. Donc c'est pour ça qu'on a écrit des paysages du Canada, non. Donc là, il y a beaucoup de lacs autour de la région d'Almaty, dans l'est. Il y a beaucoup de lacs et ce lac-là était très connu parce qu'en fait, il y a plein de troncs d'épicéas pétrifiés. C'est pour ça que vous avez juste les troncs d'arbres blancs. Donc c'était un très bel endroit, pardon. Et c'est là qu'on a aussi vu nos premières yourtes, puisqu'en fait les gardiens du parc nous ont permis de dormir à côté d'eux, à côté des yourtes. Et le soir, ils nous ont emmenés à manger. Voilà, c'était la première rencontre forte avec les locaux. Ils sont arrivés avec des énormes plats de viande et de légumes. Ils ont déposé ça sur notre table. On parle pas la même langue parce que là-bas, ils parlent que le russe, voilà. Moi, je parle un peu anglais et Anthony, il parle avec ses mains. Donc voilà. Mais c'était la première fois qu'on avait cet accueil, puisqu'il y a dans les pays d'Asie centrale, l'accueil est absolument extraordinaire. Petite vidéo courte, mais des passages à guet comme ça, on en a eu beaucoup. Puis bon, nous on adore ça, on va à fond dedans là. Ah, t'as peut-être tapé trop vite. C'était Rennes, il est décédé, j'ai choisi le modèle cabriolet avec le principe 3000 mètres de dénivelé, c'était la folie. Sinon ça va être magnifique. Ouais, c'était du. Donc Anthony, il aime bien faire des treks en tongs, mais là, sauf qu'on a marché pendant 8 heures. Et chaque fois qu'on croisait des locaux, ils voulaient lui donner leurs bottes,
parce qu'ils nous regardaient comme des fous, quoi. Parce que bon, mais c'était pas prévu pour 8 heures au départ, parce qu'ils disent oui, oui, vas-y, c'est cool, etc. Et bon, donc gros trek. Mais on a choisi aussi d'illustrer ça, parce que c'est vrai que, enfin, je sais même pas si les gens arrivent à se dire le Kazakhstan, ça ressemble à quoi. Ben, nous, on a pris des claques parce qu'on ne pensait pas qu'on allait retrouver des paysages comme ça au Kazakhstan, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc la Singing Dune, donc la dune chantante, donc ça c'est une légende locale, c'est toujours aussi au Kazakhstan, donc vous voyez à quel point c'est varié. Donc quand il y a beaucoup de vent, bah, finalement le sable qui roule fait un espèce de bruit comme un bruit de bimoteur, un petit avion. Donc cette dune, elle est toute seule, vous la voyez là sur la photo à gauche, elle est isolée au milieu d'un parc et il y a cette dune unique. Donc, par contre, c'est vraiment paumé, donc il n'y a personne qui va parce qu'il faut avoir un 4x4 ou il faut en tous les cas avoir un moyen de locomotion pour rentrer dans ce parc naturel où la dune se trouve à 3 heures de route de l'entrée du parc. Par contre, comme vous pouvez dormir absolument partout, bah, vous pouvez dormir au pied de la dune et puis ben, voilà, vous pouvez vous balader, vous promener tranquillement sur la dune. Ça illustre là encore aussi la variété du Kazakhstan. On a vu voilà, les steppes arides de la mer d'Aral, des paysages du Canada, et puis là, quelque part, une dune du Maroc, pourquoi pas, mais c'est vrai que sur la partie est du Kazakhstan, c'est extrêmement varié. Un autre paysage du Kazakhstan, il l'appelle le petit frère du Grand Canyon. Donc c'est le canyon de Charine qui est absolument magnifique. Bon, bah, là, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc, à droite, c'est une vallée qui s'appelle la vallée des Châteaux. Et le canyon est très profond, arrive à la rivière qui s'appelle la rivière Charine. Et là aussi, on est quasiment seul dans ces endroits-là. Le coût d'entrée dans le parc, c'est 2 euros. Et vous pouvez dormir avec votre voiture à côté du Grand Canyon. Ensuite, on est allé au Kyrgyzstan. Donc là aussi, c'est un tout petit pays hein, par rapport au Kazakhstan. Donc au Kyrgyzstan, on a eu la chance de voir des aiguilliers, les derniers aiguilliers à cheval en Asie centrale, parce qu'il y en a peu, il y en a au Kyrgyzstan et au Kazakhstan. Donc la tradition revient, et ça c'est plutôt chouette. Les nouvelles générations sont en train de reprendre ces habitudes-là et cette chasse à l'aigle. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des traditions très fortes. On a passé du temps en yourte, on a fait un trek à cheval, on va en parler. Et on a aussi fait un peu d'urbex, puisqu'en fait c'est l'ex-URSS et il y a des villes entières totalement abandonnées, des anciennes villes minières où il y a des écoles, des hôpitaux et où en fait on peut se balader, pour ceux qui aiment l'urbex, on peut se balader dans ces endroits-là. Voilà, seul, sans personne. Donc là, vous voyez les tenues traditionnelles. Donc, c'est pas du folklore. Au Kyrgyzstan, tous les hommes portent ce type de chapeau. Tous les hommes portent des chapeaux à feutre qui sont différents selon l'âge. Si on est un enfant, si on est un jeune homme ou un adolescent, ou si on est plus âgé, on a un chapeau différent. Mais ils les portent partout, dans les villes, à la campagne, etc. C'est pas du folklore, c'est vraiment ancré profondément dans leur tradition. Et donc là, on voit hein, qu'il y a plusieurs aigles. Ils partent aussi à cheval avec les aigles. Et on a assisté également au coq-bourru. Le coq-bourru, ce jeu-là, il a d'abord été créé, inventé en Afghanistan. Et c'est un polo, mais le ballon, c'est une chèvre morte. Donc c'est une chèvre sans tête. Donc en fait, il porte une carcasse de chèvre
Et c'est comme un terrain de foot, hein, c'est le principe du foot. Les cavaliers ramassent la carcasse de chèvre au sol, donc il faut quand même être un super bon cavalier, parce que vous imaginez à quel point il faut se baisser pour ramasser la carcasse de chèvre, filent vers le but adverse, et les autres cavaliers de l'équipe adverse doivent essayer de voler la carcasse de chèvre pour aller dans le but de la partie adverse. C'est hyper chaud, il faut être très bon cavalier, évidemment, et puis surtout, ils se donnent des coups de cravache, pas aux chevaux, aux autres cavaliers de l'équipe adverse. Donc c'est vraiment un mélange du rugby, de polo, voilà, ils se poussent, ils se font tomber, ils se cravachent, voilà. Mais c'est tous les dimanches au Kirghizistan, les villages jouent au coq-bourru. Donc si vous traversez un village le dimanche, vous pouvez aller assister au jeu du coq-bourru. Et il y a une ambiance à fond, enfin ils sont hyper engagés dans ce jeu. Et ce jeu a été présenté aussi au championnat du monde des jeux nomades au Kazakhstan cette année, qui s'est tenu au Kazakhstan. Donc ces jeux-là, c'est vraiment profondément ancré dans la culture. Et pour la partie, les femmes font énormément de tapis en feutre. Donc ils vivent beaucoup de ça. Vendent des tapis en feutre, vendent des pantoufles en feutre, etc. Donc c'est un revenu du tourisme qui est plutôt pas mal. Si vous voulez faire du tourisme dans ces pays-là, tout est associatif. C'est-à-dire que vous arrivez dans un village et il y a des associations qui vont vous aider à aller chez un habitant dans une yourte, etc. Ce qui fait que ça divise vraiment bien les revenus entre les familles, puisqu'en fait ça tourne. Ce n'est pas seulement une famille qui va capter les rares touristes qui viennent, mais ça va tourner dans les différentes familles du village pour que ça apporte un revenu aux différentes familles. Là, on est dans un endroit vraiment bizarre, c'est la ville fantôme de Engilshek. Et ça fait vraiment une ambiance bizarre de Mad Max. Donc dans cette ville minière, il y avait 5000 personnes qui vivaient. Donc il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des bars d'immeubles qui ressemblent tout à fait aux bars d'immeubles de l'ex-URSS. Et à un moment donné, les Russes ont décidé de fermer la mine. Et donc toutes les personnes sont retournées en Russie. Les 5000 personnes sont retournées en Russie. Donc vous avez comme ça beaucoup d'endroits où il y a ces villes abandonnées qui, au moment effectivement de la chute du mur, sont retournés vivre dans les anciens pays de l'ex-URSS ou dans leur pays d'origine et ont abandonné tous ces endroits-là. Donc moi, j'étais pas du tout à l'aise dans cet endroit-là. J'avais envie de me barrer le plus vite possible. Et puis Anthony, il se perdait pendant des heures. Je ne sais pas où il était. J'ai pas du tout aimé l'ambiance de cet endroit-là. Mais ça fait partie de ce qu'on trouve en Asie centrale, forcément, puisque c'est un ex-pays de l'URSS. Donc le lac de Songkul, c'est un très beau lac d'altitude au Kirghizistan. Il est à 3200 mètres. Et comme je le disais, on a choisi d'y aller également en hiver. Donc on a passé une grosse partie de l'hiver là-bas. Donc là, sur la petite vidéo courte ici, on est sur un lac gelé. Hein. Donc là, on est en train de chevaucher sur le lac. Donc l'air de rien, ça craque quand même. Alors il y a 40 à 50 cm, voire 1 mètre de glace à certains endroits. Donc on n'était pas du tout en danger, mais ça craque, c'est assez spécial quand même. Et sur la petite vidéo de droite, c'est notre guide à cheval. Donc là aussi, c'est pareil, on l'a rencontré par hasard au Kirghizistan et on est parti à cheval avec lui. Et là, il regroupait un troupeau d'yaks. Donc on est parti pendant 2 jours et on a dormi dans les yourtes que vous voyez là au milieu et on était tout seul.
Et donc voilà, donc on a dormi dans les yourtes. Là, il faisait, je sais plus combien il faisait. Oui, froid. Il faisait peut-être -15, je dirais. Alors quand vous vous couchez, c'est super bien dans une yourte parce qu'il y a les petits poêles à charbon, donc vous avez vraiment chaud. Ils vous mettent des tonnes de couverture, sauf qu'à 5 heures du matin, après, il fait vraiment très froid parce que personne n'est venu évidemment remplir votre petit poêle à charbon la nuit. Mais voilà, on était seuls dans ces 3 yourtes, seuls avec notre guide. Donc c'est quand même génial. Il y avait une famille qui vivait dans une yourte, donc qui nous a fait à manger, avec lesquels on a fait des jeux, on a discuté comme on pouvait, puisque on n'est pas de langue commune. Mais bon, ça c'est pas grave, ça on a vite appris à faire sans une langue commune. On fait des dessins comme tout le monde évidemment. Voilà, nous on connaît 3 mots en russe, c'est Izvinitié, Pajaousta, Piva. Ça veut dire est-ce que je pourrais avoir une bière s'il vous plaît. C'est la base, voilà. Donc c'est tout. Mais sinon, voilà, ça ne nous a pas empêché d'avoir vraiment des super contacts avec les locaux. Et ensuite, donc, on est redescendu dans la vallée après ce trek à cheval. C'était vraiment un trek très engagé parce qu'on n'est pas cavalier. Donc aller à 3002 dans la neige à cheval sur des selles qui sont en bois. On avait les fesses tannées, pardon l'expression, mais on marchait un peu bizarrement en descendant de là. Mais voilà, ça fait aussi partie. On voulait faire du cheval parce que c'est un peuple qui vit énormément avec les chevaux. Ils mangent du cheval, hein, c'est vraiment la principale source d'alimentation, c'est le cheval. Il y a des chevaux en liberté absolument partout. Il y a des troupeaux de chevaux par centaines, hein. On a vu des troupeaux de chevaux, plus de 200 chevaux en liberté, donc c'est quand même absolument extraordinaire. Donc voilà, on voulait faire du cheval et on voulait aussi évidemment dormir en yourte. On prend cette piste qui doit nous mener vers le glacier d'Engilshek, dans une région qui se situe à la frontière avec la Chine et qui nécessite un permis spécial. On monte vers un col situé à 3822 mètres et on a une vue sublime en permanence sur les paysages enneigés. Tu nous vois là, tout minuscule sur cette longue piste. Et puis enfin, le voilà, le Kantengri, qui veut dire Seigneur des cieux, qui culmine à plus de 7000 mètres. En redescendant dans la vallée, une deuxième surprise, des troupeaux d'yak. Et là, on était trop heureux de les voir, parce que c'est ça aussi l'Asie centrale pour nous. Journée de dingue, il ne nous reste plus qu'à trouver le bivouac du soir avec la vue sur ce magnifique sommet. Alors oui, pour nous, l'Asie centrale, c'était ça aussi les yaks. Et il y en avait beaucoup, au final. Donc on était très contents d'en voir. Quand on est rentré au Kyrgyzstan, on était en permanence au-dessus de 3000 mètres, puisque 90% du territoire du Kyrgyzstan, c'est au-dessus de 3000 mètres. Donc ça, on était quasiment que en montagne, on le voit hein, dans les paysages. Le Kantengri, Seigneur des cieux, comme on le lit dans la vidéo, est à 7000 mètres. Donc on avait vu sur des sommets absolument magnifiques, sauvages. C'est la cambrousse, hein, il n'y a strictement rien. Le soir, on s'est posé là, au bord d'une rivière, et de l'autre côté, il y avait une toute petite cabane où les gens nous faisaient des grands signes pour qu'on aille les voir. Mais on avait monté tout notre campement, mais le lendemain matin, on s'est dit, bon, on va quand même y aller. Donc on a traversé une sorte de pont de singe pour être invité dans la famille, que vous voyez là-bas à droite. Et Anthony a fait une expérience gustative. Ça fait quoi de boire du lait de jument? Voilà. Bien? C'est absolument immonde. Heureusement qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait, parce que dire c'est immonde avec un sourire jusque-là, il faut quand même y aller. Donc le camis, le lait de jument fermenté, donc c'est bulleux, je ne saurais pas décrire. C'est immonde, dit Anthony. Moi, j'ai bien aimé. Lui, il était malade toute la journée, mais je pense que c'était psychologique parce que moi, j'allais très bien. Donc, en fait, c'est du lait de jument qui est dans une outre en pot et qui reste au soleil. Donc, c'est ce qui fait la fermentation, en fait. Hein. Donc, c'est un peu spécial, mais bon, c'est une boisson qui est bue dans les pays d'Asie centrale pendant tous les mois d'été, puisqu'en fait, ils boivent ça toute la journée. Une autre illustration du Kyrgyzstan. Donc vous voyez que c'est varié aussi en paysage. Hein. Donc ça, c'est la région de Naryn. Et donc là, on avait que des pistes comme ça, couleur rouge, où là, pendant quasiment 3 jours, on n'a vu personne non plus. Donc c'était assez facile d'aller sur ces pistes-là.
Mais là encore, c'est des paysages qui sont variés, hein. Vous voyez à quel point ça change. Donc c'est vrai qu'on n'avait aucune monotonie dans ce qu'on a vécu et puis dans les paysages qu'on a traversés. Ah! Oh merde, Oh, il a calé le con. c'est pas vrai. Le con, il a calé. Qu'est-ce qu'il est con, ce con? On a rencontré cette famille plantée au milieu de la rivière, donc on passait à côté. Ils sont 7 dans une petite Lada Niva comme ça. Bon, là, on en voit certains de la famille. Et puis bon, nous, on a sorti nos sangles pour les dépanner, etc. Donc on les sort une première fois, on discute avec eux, on mange avec eux, etc. Et puis ils remontent dans la voiture et ils repassent au même endroit. Donc nous, on se dit non mais c'est pas possible. Si. Donc on avait tout rangé. On ressort toutes les sangles, etc. Donc voilà, on ouvre le capot, on sèche avec tout ce qu'on peut, les bougies, enfin elle démarrait plus du tout la voiture, etc. Et une troisième fois, ils y retournent. Et c'est pour ça que là, on dit non mais il est con quand même. Et eux, ils sortent de la voiture, ils rigolent, ils ont remonté les pantalons jusque-là. L'eau, elle est à 2 degrés, hein, je précise quand même, voilà, on est en altitude. Et 3 fois de suite, on les a sortis comme ça. Donc à la 4e, on leur a dit ah, non, non, non. Donc ils n'arrivaient plus à démarrer. Et tiens, tu vas raconter l'anecdote. Booster HS, parce que la voiture avait pris l'eau sortait par les emplacements des bougies, filtre à air, tout était plein d'eau. On a tout démonté, tout nettoyé. Et après, plus de batterie, donc je l'ai tracté. Donc je lui ai dit, tu te mets en deuxième et puis tu lâches. Sauf qu'au bout de 500, 600 mètres, je voyais toujours pas de fumée. Et je m'arrête, je vais le voir, il me fait signe. Tu vois, j'ai pas lâché la pédale une seule fois. Je dis, à un moment, il faut que tu lâches la pédale d'embrayage, quoi, sinon tu vas jamais repartir. Mais sans se comprendre, ça a été rock'n'roll. On a réussi à redémarrer la voiture et il se met à faire demi-tour. Je dis, mais non, tu retournes pas dans la rivière, hein, tu déconnes pas, ça fait 3 fois déjà. Et du coup, ils ont fait demi-tour et on les a suivis sur une quinzaine de kilomètres pour être sûr que la voiture tourne bien. Et après, nos chemins se sont séparés, mais c'était une super journée cool. C'était drôle. Moi, je voyais la voiture qui partait sur 500 mètres et il se passait rien, pas le petit tout sautement là de voiture qui démarre, mais non, le mec, il était à fond sur la pédale, il avait rien lâché. C'était assez sympa. Quand on s'est posé là la veille, c'était vert. Quand on a ouvert la porte le matin, j'avais de la neige jusqu'aux genoux, je crois, à peu près. Bon, je ne suis pas très grande, certes, mais voilà. Et heureusement, on s'était dit quelques semaines avant qu'aller dans ces pays-là en hiver sans chaîne, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout vu les pistes qu'on prenait. Donc au Kazakhstan, on avait acheté des chaînes. Et alors c'était un sacré sketch quand même, parce qu'on n'a que 3 mètres carrés derrière. Et on a donc forcément 4 chaînes. Chaque chaîne pèse 11 kilos. Et pour mettre les chaînes, c'est la première fois, là, je ne sais pas combien d'heures on a mis. Après, on a trouvé une technique qui marchait super bien. Mais là, on a galéré comme des malades. Et on était au milieu d'un parc naturel. Le premier village, il était à 60 km. Mais bon, à pied, voilà, il fallait bien sortir de là. Donc après, on a tout le temps navigué avec les chaînes. Il commençait à faire froid. Bon, -2. À force, -2 pour nous, c'est plus du tout froid, quoi, parce que voilà, c'est -25 et froid. Mais quand vous vivez à l'arrière d'un dev, vous prenez votre petit-déj dehors. Donc voilà, vous prenez le petit-déj sur le capot, vous vivez dehors de toute façon parce que c'est pas du tout un moyen de déplacement confortable. Donc on avait sans cesse des stalactites sous le pare-choc, tout était gelé tout le temps. Quand on ouvrait la porte du coffre le matin, il fallait vraiment la pousser parce que ça avait, les joints avaient gelé. Enfin bon, ça commençait à être plutôt sympa là comme aventure.
Ensuite, on est allé au Tadjikistan. Donc ça, c'était un de nos rêves, d'emprunter la Pamir Highway. Alors évidemment, elle n'a d'highway que le nom, hein, parce qu'elle est totalement défoncée. C'est la deuxième route d'altitude la plus haute au monde. Donc on a passé des cols jusqu'à 4600 mètres en voiture, donc ce qui n'est pas quand même très fréquent. Et cette Pamir Highway, elle est totalement paumée. C'est bon, comme son nom l'indique, c'est dans les monts Pamir. Et c'est une région autonome du Tadjikistan. C'est une région extrêmement pauvre. Ils vivent à peu près avec 200 € par an. Donc ils vivent d'élevage. Ils mangent quasiment que de la viande de yak, parce que c'est pas des régions où on peut planter une salade, une tomate, ou c'est même pas la peine d'y penser, hein. Ils se sèchent à la bouse de yak, et donc ils vivent dans des conditions extrêmement rudes. Donc c'est une région très sauvage, très brute. Comme on est à 4600 mètres, il n'y a pas de végétation du tout qui pousse, hein. Donc c'est que de la roche, de la boue, de la glace, mais là on s'est vraiment senti très petit et tout paumé. Donc ça, c'est un des moments très forts du voyage. On passe la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Déjà, pour passer cette frontière-là, il faut un permis spécial. Mais une fois qu'on a passé la frontière, on ne peut pas retourner en arrière. Donc nous, on passe la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan et on se retrouve dans un no man's land de 20 km. On croise des militaires qui nous disent « Non, mais on vient de faire la route ce matin, elle est bloquée, vous ne pourrez pas passer ». Bon, nous, on est un peu têtus, on met les chaînes, on dit bon, on va y aller quand même. On avance, on hésite, on essaie de passer, on se dit bon, on fait quand même demi-tour finalement. On se retrouve au portail de la douane kirghize, ils nous disent bah non, vous te laissez passer, il est valable que dans un sens. Donc vous devez attendre 7 jours devant le portail pour redemander les documents à l'administration kirghize. Donc on avait le choix entre soit rester 7 jours au poste de douane, bon, et c'est comme ça, hein, c'est blanc, il n'y a rien, soit de se dire on passe quand même. Donc on a décidé de passer, comme vous le voyez. Donc on a fait 20 km en 5 heures. Et donc on a tassé la neige. Pendant 5 heures, on a tassé la neige, on a fait notre trace. On est arrivé au poste frontière, qui est un des postes frontières les plus hauts de la zone, qui est à 4282 mètres. C'est quand même pas rien. Il était fermé. Donc il y avait les militaires, ils nous ont vus totalement ébahis. L'armée est obligatoire là-bas, donc il y a principalement des jeunes, donc ils étaient là en pouce levé, etc. Ils ont cherché pendant un quart d'heure la clé, ils n'avaient pas la clé du poste frontière. Donc ils ont ouvert le poste frontière pour nous. Ceux qui étaient passés là avant, nous c'était 8 mois avant. Et donc on est rentré dans une espèce de caserne, baraquement, où les chaussettes séchaient sur les lits de camp ou sur les lits. C'est évidemment des registres à la main, etc. Donc on est resté presque 1 heure, 1 heure et demie dans le poste frontière parce qu'ils avaient vu personne depuis des mois et des mois. Puis du coup, c'était un moment hyper rigolo. Voilà, mais en fait, c'était assez comique parce qu'ils nous voient arriver au portail, ils courent après leurs casquettes, leurs vestes, autres. Ils n'étaient pas du tout prêts, ils étaient en mode débraillé, quoi. Donc ils se sont remis en mode militaire. Ils ont cherché la clé, ils nous ont ouvert. Donc voilà. On a passé ce poste frontière et on a crevé, je sais pas combien,
ouais, 10 km après. Donc on est resté juste après le poste frontière. Donc là, c'était assez chaud quand même, parce qu'en fait, on était vraiment haut. Et changer un pneu qui pèse 45 kg à 4006, ben, il y en a un qui était bien essoufflé. Moi, j'essaye pas, 45 kg, j'ai du mal. Mais voilà, donc on a dormi là et on a changé notre pneu à 4006. Clairement, c'est plus du tourisme, c'est de l'aventure. Troisième nuit au-dessus de 4000, on va encore taper les moins 24, moins 25 là. Et le chauffage est en rade. Plus d'eau, tout est gelé. Et on a crevé. Ah ouais, on a crevé. Et il nous reste 100 bornes jusqu'au prochain village. Voilà, cool, vive l'aventure. Mais c'est super cool. Oui, c'est cool quand même. Allez, à bientôt. Bonne nuit. Bon, quand c'est dur, on se marre. Hein. Il vaut mieux. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc là, effectivement, il faisait moins 25. On vous vend des kits altitude hein, sur les Webasto. Et ben, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc nous, depuis à peu près vers 3000, 2008-3000, on n'avait plus de chauffage. Donc pendant une quinzaine de jours, voire plus, on n'avait plus du tout de chauffage. Donc bon, on avait emmené des sacs de couchage d'alpinisme, heureusement. Donc dans le DEF, soit on dort en tente de toit quand il fait beau, soit on a quand même évidemment un lit à l'intérieur au cas où. Sauf que si vous n'avez pas de chauffage, vous avez votre réserve d'eau qui est gelée. Donc on n'avait ni eau ni chauffage, donc on faisait fondre de la neige. Voilà. Donc on s'est quand même retrouvé là dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. On avait oublié un verre de bière sur le capot. Alors le granité de bière, c'est vraiment pas bon, hein, parce que oublier un verre de bière sur le capot la nuit à moins 25, voilà. Bien sûr qu'il fallait s'équiper avec, on mettait des additifs dans le gasoil pour des conditions extrêmes à moins 45. Ceci dit, c'était vraiment flippant dans cet endroit-là. La voiture, elle mettait une vingtaine de minutes à démarrer. Et moi, j'étais limite de mettre un cierge chaque matin parce qu'il n'y avait personne. Dans cette zone-là, on n'a vu personne pendant 10 jours, tout en se déplaçant chaque jour. Et on était en permanence au-dessus de 4000 mètres, avec un passage de col qu'on verra tout à l'heure. Il y avait également énormément de rayonnement. Là, je suis emballée comme ça parce que j'ai pris un gros coup de soleil sans m'en rendre compte, en fait, parce qu'on était dans la voiture malgré tout. Mais donc, à cette hauteur-là, le rayonnement solaire, il est important. Donc, voilà. Et comme on avait on savait qu'on allait rouler longtemps sans autonomie, sans de pompe à gasoil, j'avais pendant je ne sais pas combien de kilomètres un bidon de gasoil sous mes pieds côté passager pour avoir du gasoil en plus. On a un réservoir additionnel, on a des bidons sur le toit, on a une bonne autonomie. Mais là, si on avait été en rade là, il n'y avait absolument personne pour venir nous chercher, quoi. Donc là, ouais, c'est le point le plus haut qu'on a franchi en voiture, le col d'Akbaital, qui est à 4655 mètres. Donc c'est quand même pas fréquent d'aller avec sa voiture à ces altitudes-là. Voilà, c'est là encore tout petit, hein, où il y a écrit Hello. Donc des étendues blanches comme ça avec strictement rien, on en a eu pendant une dizaine de jours. Ensuite, on a décidé de... C'est la glace, hein. Donc là, on passe le no man's land avec de la neige jusqu'au-dessus des pneus. Et là, on se tanque dans 30 cm de neige. Bon, ça arrive. Il y avait un mélange de sable et de glace. Donc, on n'arrivait vraiment pas à sortir de là. Donc, on y est allé à la pelle. La vallée de Wakhan, c'est une des vallées les plus isolées du Tadjikistan. Elle longe la frontière afghane et elle est séparée de l'Afghanistan juste avec une rivière. Sauf qu'il n'y a absolument rien qui vous fait comprendre de quel côté vous êtes. Donc bien sûr, il y a la rivière, vous n'avez pas la traverser, mais un jet de pierre de l'autre côté, c'est l'Afghanistan. Donc cette vallée-là, on a fait demi-tour. C'est une des rares fois où on a fait demi-tour parce qu'en fait, on était arrivé en avril. Et en avril, c'est quasiment le moment le plus dangereux pour voyager dans cette vallée-là parce que c'est le dégel.
Et c'est beaucoup plus dangereux que d'être en hiver, parce qu'en fait, les glaciers craquent et il y a des coulées de boue, il y a des avalanches. Donc on a fait demi-tour, parce que là, c'est ce qu'il y a écrit, des éboulements, de la boue, des pistes à peine aussi larges que le DEF. Et donc, arrivé finalement, on a roulé 2 jours, et au bout de 2 jours, on a été bloqué par une avalanche. Et donc là, on a vraiment fait demi-tour pour sortir de la vallée de Wakan, parce que essayer de passer plus loin que l'avalanche, bon, bah là, on aurait pris vraiment beaucoup trop de risques. Donc bon, on voulait quand même rentrer entier. C'est énorme. Oh, la taille du bloc. Donc, deuxième vallée la plus isolée du Kirghizistan, la vallée de la Bartang. Et donc, on s'engage dans la vallée et on reste bloqué par une avalanche, matérialisée par le petit point blanc. Donc là, on se dit, bon, alors ils essayaient de dégager l'avalanche avec des tracteurs qui n'avaient pas d'âge. Donc, ils nous annoncent que ça va durer 2 ou 3 jours pour dégager l'avalanche. Donc, on était dans l'entrée de la vallée de la Bartang, donc on décide de faire demi-tour. Donc on fait demi-tour, mais il commence à faire nuit, et le principe c'est de ne pas rouler de nuit dans ce genre d'endroit, évidemment. Donc on repère un endroit plutôt dégagé, comme une espèce de grande vallée, où on est assez loin de la rivière et assez loin des parois rocheuses. Bon. Donc on se pose là, et au moment où Anthony met le tour de clé le lendemain à 7h du matin, parce qu'on avait vraiment envie de sortir très vite de cette vallée, on entend toute la montagne qui craque. Et il y a eu des éboulements, donc il y a eu, vous voyez les croix blanches, il y a eu 5 éboulements qui nous ont donc totalement bloqués dans cette vallée. Donc on était bloqués entre une avalanche et 5 éboulements. Et donc vous avez vu sur le petit film la taille des éboulements. Et donc on prenait le drone pour aller visualiser combien de points de blocage on avait, ce qui pour certains était équivalent à des immeubles de 3 étages. Donc là, de toute façon, vous ne pouvez strictement rien faire. Donc on est resté bloqué 4 jours dans cette vallée. Bien sûr, il n'y a pas de réseau, hein, bien sûr, voilà. Donc c'est là que la prudence, quand tu fais du off-road, est importante. On part toujours en piste avec 12 jours de nourriture. On part blindé en eau et on part évidemment blindé en gasoil. Ça, c'est notre principe, et on a bien fait, puisqu'en fait, on est resté bloqué que 4 jours, mais ça aurait pu durer plus longtemps. Il y avait des villages dans cette vallée, donc c'est pour ça qu'ils ont débloqué la vallée. Et je crois que le 4e jour, c'était le plus beau son qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Un énorme tractopelle qui est venu nous sortir de la vallée. Mais il y a une petite anecdote sur le tractopelle que je vais laisser Anthony raconter. Ils avaient le tractopelle, mais ils n'avaient pas le gasoil. Donc on a siphonné tous nos réservoirs et tous nos bidons pour pouvoir faire le plein du tractopelle, parce qu'ils sont arrivés, et panne sèche, et ils n'avaient pas de gasoil. Donc ils attendaient du gasoil, donc on leur a filé tout le gasoil qu'on avait pour aider tous les autres villageois. Le monsieur qui était venu nous voir, il venait tous les matins avec de la brioche, du thé, voir si tout allait bien. Il était adorable. Et il faisait 7 km à pied tous les matins. Ouais, donc le petit monsieur, il arrachait des pages de livres et il roulait des herbes aromatiques qu'il avait plantées dans son jardin, dans des pages de livres, et il fumait des pages de livres avec des herbes aromatiques, parce que ils n'ont pas d'argent. Il nous ramenait des noix, du thé, il venait nous voir tous les jours. Il nous montrait des chamois sauvages dans la montagne. Enfin bon, là pareil, on faisait des croquis, on n'avait pas de langue commune. Et là, on a vraiment dû prendre notre mal en patience, parce qu'être bloqué 4 jours au même endroit sans avoir d'infos sur quand est-ce que quelqu'un vient débloquer la route, puisqu'il n'y a pas de moyen de communication.
Donc là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est attendre. Mais le niveau de la rivière montait. Donc on avait planté des bâtons pour surveiller le niveau de la rivière qui montait, parce qu'on était coincé entre une paroi rocheuse et une rivière. Donc la rivière montait un peu, mais heureusement, c'est arrêté assez rapidement, parce que là, on perdait la voiture, clairement. À pied, on aurait pu sortir de la vallée, mais... bon. Ouais, je pense qu'il y avait trop de paillettes dans le Ricard, là, je l'ai complètement perdu. Au secours. Help. Perrault dans la voiture parce qu'il pleut. T'es à l'aise là, mon amour? Ouais, regarde. Je fais du karting pour enfants. Bon voilà, on était ensemble pendant 15 mois, H24. Donc bon, heureusement qu'on se tapait quelques petites barres et de petits délires. Surtout quand vous êtes dans des aussi petits espaces, il faut être zen, il faut prendre la vie du bon côté. Bon ben et voilà, on est rentré en août. On a eu tellement de mal. Bon, Marius nous prêtait son studio, mais pour nous, être dans 40 mètres carrés, après avoir eu des paysages comme ça autour de nous, c'était difficile. Donc, on a passé 2 mois et demi quasiment au camping de Saint-Main-le-Grand, sur la route de Saint-Brieuc. et ensuite, on a retrouvé un boulot. Et depuis septembre, on retravaille. Puisqu'on avait tout lâché pour partir. On avait lâché nos boulots. Notre maison en location, voilà, on avait tout vendu, on avait quelques cartons dans un box, comme j'ai dit précédemment. Et voilà, et puis là, on verra, on réfléchit au prochain voyage, à d'autres projets. Voilà, on essaie de garder la tête dans les étoiles. Merci beaucoup à vous.